Bonsoir à tous, on va commencer sans tarder parce que je vois que le public est à l'heure. Merci beaucoup, merci d'être venu jusqu'ici. Donc à l'occasion de Non Digital Week, eh bien, le groupe Pratique et Usage de l'Image a proposé à André Günther, ici présent, de venir nous parler de photographie et des réseaux sociaux pour faire très court. Donc André Günther est maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales où il occupe la chaire d'histoire visuelle. Ses recherches actuelles portent sur la dimension sociale des images, notamment photographiques, et en particulier celles qui circulent sur les réseaux sociaux. En 2015, donc, il publie un ouvrage qui s'appelle L'image partagée, la photographie numérique chez Textuel. Donc cet ouvrage met en avant la nature connectée de la photographie numérique, non simplement d'un point de vue technique, on le sait, mais surtout pour sa capacité à connecter les individus entre eux, et à faire évoluer les pratiques photographiques vers une pratique conversationnelle. Peut-être on va en parler. En historien de la photographie, André Günther donne une large place aux pratiques amateurs, non pas parce qu'il conviendrait par convention d'aborder le médium depuis les pratiques vernaculaires, mais bien parce que la photographie est précisément un mode de production d'images dont le déploiement, dans son histoire, est marqué par le rôle de l'amateur. Donc parmi ces occurrences les plus récentes, citons le cas du selfie, phénomène dont André s'est saisi comme cas d'étude exemplaire à propos de la circulation des schémas sociaux de production des images. Bonsoir, merci beaucoup Guillaume pour cette présentation trop élogieuse. Et je suis très content d'être parmi vous ce soir à Nantes, dans un endroit aussi cool. Et vous voyez que j'ai mis mon plus beau t-shirt. Voilà, je crois que c'est approprié. Alors, quoi de neuf en photo numérique? Un des problèmes qui est nouveau pour la photographie numérique, c'est d'être rentré dans une période un peu de stabilité. C'est nouveau parce que voilà, pendant une quinzaine, une vingtaine d'années, depuis le début des années 2000, pratiquement tous les ans, il y avait des nouveautés techniques, une nouvelle plateforme, Facebook, Instagram, Snapchat et compagnie. Et puis depuis 5 ans, les choses se sont un petit peu calmées. Et ça, c'est une vraie nouveauté. C'est une des caractéristiques, je l'ai indiqué d'entrée, c'est que là, en fait, on est rentré dans un paysage stable. Les réseaux sociaux, le smartphone, qui est la première brique, parce que c'est une image connectée, et qu'à partir du moment où vous faites vos photos avec un smartphone et pas avec un Nikon, c'est ce que Nikon a toujours du mal à comprendre, voilà, ces images, elles peuvent circuler. Donc voilà, ça, les smartphones 2007, Facebook aussi, qu'est-ce qu'on a ensuite, Instagram c'est en 2010, Snapchat en 2011, vous voyez ça fait plus de 6 ou 7 ans, on n'a pas eu là maintenant de nouvelles plateformes, de ruptures technologiques, etc. Mis à part tout ce dont je viens de vous parler, qui sont des évolutions technologiques importantes mais auxquelles on n'a pas accès, et qui donc concernent les industriels. Ce à quoi on a accès est rentré dans une phase stable. Ça ne veut pas dire que les pratiques ne changent pas, j'y arrive. Mais c'est la première fois qu'on a des outils sur lesquels on a un peu de mémoire et 3 ans, 4 ans, 5 ans de recul pour dire, voilà, maintenant tout le monde sait ce que c'est un réseau social, tout le monde sait ce que c'est une image conversationnelle. Voilà. Non, mais voilà, moi j'en parlais en 2010, je me souviens encore avec des photographes, ils ouvraient des yeux comme des soucoupes, ils disaient, mais quoi, mais qu'est-ce? Non, mais voilà, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est, comment on fait des conversations avec des images. Vous et moi, on le fait tous les jours. Bon, donc il n'y a plus rien à expliquer, c'est pour ça que je n'ai plus jamais invité. Donc on est dans un paysage stable, mais pour moi, l'intelligence, si on veut parler d'intelligence, elle vient quand même toujours du réseau, de la mise en commun et de la conversation. C'est la conversation qui donne, donc c'est la connexion et c'est la mise en commun des ressources qui donne de l'intelligence aux images. Ça, c'est pas compliqué parce que ça fait depuis qu'il y a des images que c'est comme ça. Vous voyez, les dessins dans les grottes, c'était déjà des images sociales et voilà, nos lointains ancêtres avaient déjà compris que c'est en mettant les images en commun qu'on fait des choses intéressantes avec les images. Je vais vous décrire, mais très rapidement, quelques minutes par item, ce qui est pour moi les 4 phénomènes les plus remarquables, à la fois de la transition numérique et
peut-être aussi des changements un peu plus récents. Alors, le premier, il est évident, et pourtant très peu décrit. Voilà, donc là je fais une provocation, hein, je suis allé chercher dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, mémorable ouvrage du XVIIIe siècle. Oui, mais pourquoi je suis allé chercher dans l'encyclopédie? Bien sûr, parce que ce qui se passe au XVIIIe siècle, avec aussi une révolution technique qui est la démocratisation des techniques de gravure et de la gravure en taille douce. Voilà, grâce à ces nouveaux outils technologiques, on va pouvoir faire un truc aussi incroyable et extraordinaire qu'une encyclopédie, c'est-à-dire un livre de tout illustré. C'est la première fois. Hein. C'est incroyable, c'est génial. Vous vous rendez compte, voilà, on va tout écrire et tout est illustré. C'est une révolution documentaire. Ce que fait l'encyclopédie et qu'on a... Tiens, je vous en... Voilà. C'est juste pour... Vous voyez, c'était spectaculaire et c'est du spectacle. Hein. C'est aussi... voilà, ils savent ce qu'ils font. C'est pas juste des petites illustrations comme Sciences et Vie. C'est vraiment un projet visuel incroyable. Ce qu'a fait l'encyclopédie, on l'a un peu raté. Ça c'est un article de Wikipédia. Vous connaissez, vous lisez Wikipédia. Et vous savez que Wikipédia, c'est un article sur les Shadocks, c'est un peu triste un article sur les Shadocks sans image de Shadocks. Mais voilà, on pourrait prendre l'article Picasso ou l'article ce que vous voulez. Hein, le gros problème auquel se heurte Wikipédia, c'est pas leur faute, c'est la propriété intellectuelle. La démocratisation des outils photographiques, la mise en ligne, la numérisation des images, etc., a produit quelque chose, voilà, on va l'appeler simplement une augmentation documentaire. Hein, une augmentation documentaire sans précédent, qui est de l'ordre de ce qui s'est passé au XVIIIe siècle avec l'encyclopédie. Hein, c'est une révolution, parce que voilà, d'un coup, nos objets, nos savoirs, nos connaissances sont visuels. On a des images pour ça. Alors, Wikipédia est passé à côté de la culture numérique, parce que bien sûr, la culture numérique, c'est une culture visuelle. C'est ce que fait Noyon même, c'est ce que font tous les autres. Quoi. Et là, on rentre effectivement dans le phénomène d'augmentation documentaire qui est caractéristique de cette époque que nous vivons. C'est-à-dire que voilà, toutes les choses que nous savons ont aujourd'hui une image. Alors, ça se retrouve évidemment sur Google. C'est Google, hein, l'encyclopédie des images. Aujourd'hui, c'est sur Google Images. Et alors, ça donne, par exemple, ces choses très intéressantes. Moi, je suis enseignant. Tous ceux qui, aujourd'hui, enseignent, pratiquement, hein, je pense, ont dû voir un étudiant, une étudiante venir avec une espèce de bricolage analytique qui est, voilà, je vous analyse une notion à partir de Google Images. Et ça donne ce genre de choses. Donc là, par exemple, si vous tapez femme dans Google Images, et puis en bas, si vous tapez homme, évidemment, ça ne donne pas tout à fait la même iconographie. Hein, un certain nombre de gens s'en sont aperçus. Et alors, c'est très intéressant parce que voilà, ça vous donne une espèce de reflet sociologique. Un peu une sorte d'impensé, quoi, hein, quelque chose qui serait comme une sorte de vérité non dite. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, Google Images, la fonction principale de Google Images, c'est de chercher du texte à côté des images. Les réponses que vous donne Google Images quand vous tapez un mot-clé, c'est les mots qui sont autour de l'image, donc le plus près possible, la légende, le titre, etc. Mais ce sont des effets de proximité. Puis sémantiquement, ça marche. La preuve. Mais le réflexe est le signe de cette augmentation documentaire et de la disponibilité aujourd'hui. Un documentaire visuel, hein, c'est-à-dire le fait que voilà, toutes ces images sont là. Une analyse comme celle-là repose sur un certain nombre de principes. Hein. Par exemple, le fait que, on va dire, on sait bien que c'est les images industrielles qui vont apparaître en premier et pas nos images amateurs, par exemple. Le présupposé qui est appliqué là, par les étudiants quand ils font cette sociologie sauvage, hein, et déjà repose sur un certain nombre de choses qui sont déjà des savoirs sur cette géographie des images. Bon, le deuxième point, c'est que, contrairement
au présupposé de l'analyse qui utilise Google Images pour révéler des stéréotypes sociaux, mais c'est quelque chose que j'appellerais une augmentation de l'empreinte de la réception. Alors, je vous montre par exemple les images d'Aylan et surtout leur médiatisation, leur diffusion participative, parce que si la photo du petit Aylan est arrivée sur les unes des quotidiens, ou a été diffusée par la télévision comme une image d'actualité, c'est parce que la diffusion participative avait eu lieu juste avant, 24 heures, 48 heures, quelques heures avant. Et donc, voilà, la photo du petit Aylan qui fait partie des icônes du photojournalisme. Et c'est une image réalisée par une photojournaliste turque. Mais donc cette image qui est un peu une sorte de pic du photojournalisme, sa valorisation, le fait de mettre en une image, c'est un peu différent de prendre la photo. C'est un phénomène de sélection et de hiérarchisation de l'information. Cette très haute valorisation de l'information est venue des réseaux sociaux et du fait que cette image avait déjà été, on pourrait rentrer dans l'analyse, le phénomène était complexe, il y avait un contexte, les déclarations d'Angela Merkel, etc., qui faisaient que d'un coup, on a eu l'impression qu'il y avait une sorte d'appel d'air sur les migrants, et les réseaux militants se sont emparés de cette image pour faire ce qu'ils font très bien, c'est-à-dire de la propagande avec des images. Bon, ça c'est assez normal. Mais du coup, voilà, les médias ont repris cette forme-là. Je vous donne cet exemple parce que c'est le plus magistral sur un plan, si vous voulez, d'histoire culturelle. Je pourrais vous en donner plein d'autres. Donc de quelque chose qui est sans précédent dans son ampleur et dans la porosité entre les grands médias et donc un certain nombre de phénomènes issus de la diffusion participative, donc de vous et moi, hein, de la pression populaire, si j'ose dire. Voilà, on pourrait rapprocher ça aussi des selfies sur Instagram, de la proximité avec les stars, etc. Il y a aujourd'hui, par l'intermédiaire, encore une fois, du réseau, c'est toujours le réseau, hein, donc la connexion, l'interconnexion des images qui les fait monter et descendre, qui les fait fonctionner dans les deux sens, hein, qui les rend visibles à tous les niveaux, qui produit donc cette circulation très très frappante et qui donc aboutit en fait à une leçon contradictoire avec la première, puisque là c'est le contraire d'Internet comme instance normative, hein, c'est Internet comme outil de changement des rapports à la norme. Et le selfie est l'exemple d'un changement de rapport à la norme, puisque ce qui s'est passé avec le selfie, c'est que ce sont des stars et des célébrités qui se sont mis sur Instagram en 2013 à faire des selfies comme le faisait n'importe qui. Ce sont les stars qui ont imité une pratique vernaculaire déjà installée pour faire cool et naturel, parce que sur les réseaux sociaux, c'est ça qu'on fait, on ne se fait pas photographier par un photographe, on ne se fait pas avec le retouché, une belle image, etc. On fait la photo à la va-vite en prenant son smartphone à bout de bras, comme tout le monde. Et voilà, et c'est comme ça que ça s'est engagé. Et vous voyez que donc, le modèle de propagation du selfie est un modèle bottom-up et non pas top-down, selon les deux expressions antagonistes qui... Donc, deuxième phénomène. Troisième phénomène, à partir du moment où, et je vais rattacher ça avec l'histoire de la photo, hein, cette énième, troisième ou quatrième grande phase de démocratisation de la photographie,
D'abord, elle a fait peur à beaucoup de gens, aux professionnels d'abord. Ce qui s'est passé, selon moi, c'est que les gens, on dit comme ça, vous et moi, le populaire, les usagers, avec ces nouveaux outils photographiques, on fait des images, on fait plus d'images qu'avant, d'accord. Mais une fois qu'on a dit ça, on se rend très très vite compte qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas photographier. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, au début, je me disais, tiens, il y a une chose qu'on ne photographie pas beaucoup, c'est l'univers de la consommation. Dans les supermarchés, etc. Vous voyez, cette chose-là n'est pas très imagée. Je me suis dit, alors je vais m'y mettre, je vais produire un peu des images de ma consommation, de mes courses, quand je vais chez le boucher, etc. Et en fait, je me suis rendu compte très très vite que non, je ne pouvais pas, c'est pas possible, je ne peux pas faire une photo de mon boucher comme ça en face de lui, quoi. Ou alors il faut que je lui demande l'autorisation, mais je ne suis pas photographe, enfin vous voyez, donc ça, non. Soit que je viens en reportage, c'est prévu une semaine à l'avance, etc. Il s'est habillé, il s'est coiffé, je ne peux pas lui acheter une escalope et le prendre en photo. C'est pas possible. Je peux vous le dire parce que j'ai vraiment essayé, quoi. Et donc voilà, on peut faire des trucs comme ça, on peut s'amuser, un smartphone est assez discret, si vous le manipulez vite, voilà ce que ça donne. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas tout photographier. Et en fait, il y a énormément de choses qu'on ne peut pas photographier. Il y a beaucoup plus de choses qu'on ne peut pas photographier que de choses qu'on peut photographier. Et en particulier, vous ne pouvez pas, enfin vous pouvez toujours essayer, mais vous allez vous faire casser la figure. C'est-à-dire c'est difficile de photographier des actions, des activités qui impliquent des contemporains. Voilà, très simplement. Une fois que vous avez ça en tête, vous comprenez que les trois exemples que je viens de vous citer, le selfie, la photo au musée ou le footprint, je ne vous remets pas les photos, elles ont une caractéristique, c'est l'autonomie du sujet, pas seulement du fait de faire la photo, le selfie, d'accord, on fait la photo soi-même, mais c'est légitime, ces trois sujets sont des sujets légitimes parce que vous en disposez en quelque sorte. Voilà, le sujet est à votre disposition, vous avez le droit de la photographier. Voilà ce qu'ont fait les gens. C'est très intelligent, c'est une adaptation inventive, imaginative, avec les nouveaux outils. Ils ont poussé les murs, ils ont inventé de nouveaux genres, voilà, on ne photographiait pas, c'est pas là, c'est plein avant. Et alors, donc, ce qu'ont fait les gens était une bonne idée, dans le sens où, encore une fois, si vous remettez tout en contexte et que, effectivement, vous vous rendez compte que l'activité photo est très limitée, les gens ont joué avec ces limites et ont trouvé des sujets qu'ils pouvaient légitimement produire et mettre en ligne, discuter, etc. Parce que voilà, toutes ces images sont en fait des images assez intelligentes. Et ce qui est vraiment dommage, ce qui est vraiment moche, à vrai dire, c'est comment les élites, les journalistes, les intellectuels, les universitaires, sont venus taper sur les doigts de tout le monde, dire, mais pourquoi tu photographies ça? Pourquoi tu fais des photos au musée? Pourquoi tu photographies tes repas? C'est pas bien. Tu es narcissique. Arrête de faire des photos de toi-même. Mais c'était la seule chose que les gens avaient le droit de faire. C'est quand même incroyable. Voilà, le constat, c'est que le numérique n'a pas tué la photophobie. Alors ça, je vous annonce qu'il y a un prochain bouquin sur la photophobie, parce que le vrai sujet, il est là. Pourquoi est-ce qu'on déteste autant la photo populaire? C'est incroyable. Quand vous faites du vélo, personne ne vous reproche de ne pas faire du vélo comme Anquetil. C'est un vrai sujet. Il n'y a que la photo, je vous le signale comme ça au passage, il n'y a que la photo qui est à la fois une pratique et un loisir qui, dans l'histoire, a eu ce destin-là. Et jusqu'à aujourd'hui, parce que voilà, visiblement, ça ne change pas. Mais, donc, cette photophobie est une profonde erreur, parce que, effectivement, elle ne voit pas ce qui se passe d'inventif du côté donc, de genres, de véritables genres qui sont apparus et qui sont autonomistes, je dirais. Quatrième point.
J'en ai fini, parce que là, vous en avez plein d'autres. Bon, c'est le truc le plus compliqué. Mais heureusement, j'ai pas d'image. J'ai pas d'image parce que la chose qui se passe, on en a parlé il y a quelques minutes, et qui est vraiment importante, et qui est vraiment chiante. Mais voilà, c'est comme ça. C'est le fait que les gens, encore eux, ils se laissent pas faire. Hein, ils ont une intelligence pas du tout artificielle, mais ils ont une vraie intelligence. Ils sont vraiment intelligents. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les gens? Ils sont d'abord allés sur le web 2.0, sur Flickr, tout était ouvert, tout était transparent. Puis dès que Facebook est apparu, sur Facebook, on pouvait un peu fermer les groupes d'amis. Oh, bah chouette, tout le monde est allé sur Facebook. Ce que les gens veulent, qu'est-ce qu'ils vont chercher sur un réseau social? Bon, ils font deux choses. Ils vont chercher de l'information, mais ils cherchent aussi de la conversation. On veut discuter. Et donc, en cherchant des espaces de conversation, bah, il est assez évident qu'on converse mieux quand on sait à qui on s'adresse, au moins un peu. Et que on pourrait raffiner longtemps. Hein, sur Facebook, il y a pas mal de gens qu'on ne connaît pas, mais enfin, il y a une espèce d'effet de tour de table comme ça, donc des proximités sociologiques, etc. Bon. Donc les gens sont allés chercher ça, effectivement. Et ils étaient bien contents, et ça a très bien marché. On n'a jamais eu d'aussi belle conversation que dans des espaces un petit peu plus protégés. Et puis c'est quand Snapchat est arrivé qu'on a vraiment compris qu'il y avait un problème, parce que Snapchat c'est plus fermé que Facebook. En fait, Snapchat c'est un système de messagerie en réalité. Ça fonctionne comme une messagerie, comme WhatsApp. Hein, tous ceux qui utilisent les messageries, voilà, une messagerie, vous envoyez un message à quelqu'un. Et éventuellement vous faites des groupes. Donc vous envoyez à 3 personnes, ou à 5 personnes, ou à 10 personnes, ou à 15 personnes. Jamais à 200. Hein, quelques dizaines, ça fait un groupe, quoi. Ça, c'était Snapchat. Donc, la photo disparaissait. Alors ça encore, c'était un truc incroyable. Comment on fait disparaître la photo? Mais alors, la mémoire, les archives, l'histoire, bon, bref. Et puis, on a fait d'un coup, sur Snapchat, on pouvait faire des petits groupes. Et alors, évidemment, ça a été la rue, et donc les jeunes en particulier, tous les jeunes sont allés sur Snapchat, donc c'est fini, hein, Instagram, tout ça. Ce phénomène est en train de s'intensifier. Je vous dis ça au doigt mouillé, c'est pas scientifique, j'ai pas de statistiques, j'ai pas d'outils pour ça, je suis désolé, mais ce que je vois, ce que je sens, ce que j'observe dans mes petits cercles, c'est un très net et rapide déplacement des réseaux sociaux semi-ouverts, disons, vous voyez, type Facebook ou Instagram, vers des réseaux de plus en plus fermés, ou enfin des messageries, quoi. Voilà. Mais donc ce système, c'est très exactement l'équivalent d'un système médiatique, ce sont des informations qui fonctionnent avec les images de la même façon qu'un système médiatique. C'est-à-dire que les médias font deux choses avec les images, hein, essentiellement. Ils se servent de l'image comme document, ça c'est un support d'information, et puis ils peuvent aussi se servir de l'image pour raconter une histoire, donc ça c'est la fonction narrative. Et ça peut aller jusqu'à l'image de presse, la blague, la plaisanterie, donc là vous pouvez utiliser une image pour lui faire dire autre chose en gros que ce qu'elle raconte, et donc vous la détournez, et avec ces deux trucs-là, vous avez un registre infini de conversation qui est utilisé par les médias depuis un siècle et qui est maintenant privatisé par des petits groupes de gens qui donc font ces utilisations de médias privés pour 15 personnes, pour 20 personnes, qui créent de nouvelles choses. Alors, donc je ne vous raconte pas la difficulté de l'observation de ça. Donc moi, je ne sais pas comment observer ces pratiques. C'est totalement, vous voyez, tant qu'on avait des réseaux sociaux, même Facebook, on pouvait encore faire un petit peu d'expérimentation participative, on pouvait se rendre compte de quelque chose. Et par exemple, les modes visuels dont je vous ai parlé, le food porn, ces choses-là, ça marche parce que
Ça s'est diffusé sur les réseaux sociaux. On pouvait imiter, quelqu'un disait tiens, il fait de la photo comme il photographie ses pieds, ben, moi aussi je photographie mes pieds, très bien. Bon. Là, on est complètement en dehors d'une visibilité quelle qu'elle soit. Et ça risque de changer quand même sérieusement le système, parce que ce dont on est sûr, c'est que si les industries numériques mettent autant d'argent dans la reconnaissance de motifs, c'est pour une raison. C'est pour repérer les marques dans les images. Voilà. C'est pour repérer Coca-Cola, Volkswagen, etc. Et donc évidemment le problème qu'on va avoir très bientôt, et que dans une certaine mesure on a déjà un pied dedans, c'est que tous les gens qui se sont déplacés des réseaux sociaux ouverts vers des réseaux fermés, privatifs, ils l'ont fait parce que pour être tranquille, pour être protégé, et parce que, vous savez bien, maintenant, voilà, nos données, on nous pique nos données, les entreprises analysent nos faits et gestes sur Internet, on n'aime pas ça, donc évidemment on se retire. Hein. On ne va plus mettre n'importe quoi sur les réseaux sociaux en particulier, c'est que ça commence à être dangereux. Et vous imaginez bien qu'à partir du moment où les industriels vont pouvoir recueillir nos données visuelles, ce que pour l'instant ils ne peuvent pas encore tout à fait bien faire, mais ce qui va être dès demain possible, hein, pour repérer qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange, de quelle voiture on roule, et bien vous ne mettrez plus ces images-là sur Facebook. Vous allez vous retirer et vous mettre dans des petits groupes privatifs. Et à partir de ce moment-là, c'est terminé, on ne verra plus. On verra des choses, on verra des stéréotypes, on verra les choses qui ne gênent pas, on verra les choses moyennes. C'est déjà le cas sur Instagram en réalité. Si vous regardez Instagram aujourd'hui, ça s'est terriblement moyennisé. Et on est dans même beaucoup d'images qui sont des images qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux. Voilà, on a intégré tout un tas de règles et de principes de légitimité qui rendent ces images beaucoup plus proches des images de la publicité, des images des stocks photos, mais qui s'éloignent évidemment de la spontanéité, de la richesse aussi documentaire qu'on peut voir par exemple sur Snapchat. Donc c'est une richesse documentaire et narrative qui devient inobservable et dont je me demande comment elle va pouvoir évoluer à partir du moment où elle s'est émancipée de toute forme de visibilité publique ou partagée. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.